Pendant des décennies, d'autres ont parlé à la place de l'Afrique, l'empêchant de dire sa propre vérité au monde et de nommer elle-même ses blessures comme ses victoires. Ils l'ont décrite comme pauvre, fragile, sans mémoire, alors que sous la cendre survivaient des royaumes, des empires, des savants, des guerriers, des bâtisseurs et des créateurs que l'on préférait garder dans l'ombre. Que signifie, pour vous, qu'Ibrahim Traoré incarne aujourd'hui ce réveil africain qui refuse le silence imposé et revendique sa dignité volée? Demain, une Afrique debout parlera d'elle-même, d'une voix que plus personne ne pourra recouvrir, ni traduire à sa place. Dans cette vidéo, on vous promet plus qu'un simple discours enflammé sur l'Afrique, on vous propose une boussole pour comprendre ce qui se joue derrière ce réveil. Vous verrez pourquoi la souveraineté commence par reprendre la parole, car un peuple qui ne raconte pas son histoire marche dans un récit écrit par d'autres. Quand ce récit rappelle que d'autres ont écrit les livres, tourné les films et même rédigé les leçons des enfants africains, il montre que l'image de l'Afrique a été façonnée comme un outil. Tant qu'elle reste fabriquée à l'extérieur, la dignité et l'éducation de la jeunesse demeurent niches fragiles. Ce récit insiste alors sur une vérité dérangeante pour ceux qui profitent de la faiblesse du continent. L'Afrique n'a jamais été un territoire vaincu, mais un espace d'endurance, de bâtisseurs, de penseurs et de créateurs que la propagande a tenté d'effacer. Derrière chaque phrase se cache un avertissement adressé aux spectateurs et à la diaspora. Si les Africains ne reprennent pas la parole maintenant, si des voix comme celle d'Ibrahim Traoré restent isolées, d'autres continueront à définir leurs valeurs et leur futur à leur place. Derrière les slogans sur une Afrique en crise, une autre réalité se dévoile. Un continent qui a survécu à des siècles de pillage sans perdre son âme. Et pourtant, pendant plus de 100 ans, la voix africaine a été recouverte par des livres, des films, des programmes scolaires écrits ailleurs, jusqu'à faire croire à des millions d'enfants que leur peuple venait de la faiblesse plutôt que de la force. Ce récit que vous venez d'entendre renverse cette mécanique silencieuse. Il affirme que l'Afrique n'est pas une histoire de défaite, mais une histoire d'endurance, de royaumes, d'empires, de bâtisseurs, de philosophes, de guerriers et de créateurs qui ont résisté à chaque tempête. Il rappelle comment, sous l'étiquette continent pauvre, on a caché le fait que l'Afrique est l'une des terres les plus riches en ressources, en jeunesse et en créativité, au point que ceux qui l'exploitaient avaient tout intérêt à maintenir ce mensonge. En retraçant ce glissement de la richesse réelle vers l'image de pauvreté, ce récit montre comment la propagande et les récits coloniaux ont coupé l'Afrique d'elle-même. Quand on dit à un peuple qu'il ne compte pas, qu'il doit être sauvé par d'autres, on prépare son obéissance. C'est précisément contre ce mécanisme qu'apparaît Ibrahim Traoré. Dans les actualités du Burkina Faso, on évoque cela comme l'un des symboles d'un retour à la parole souveraine. Lorsque l'Afrique se raconte avec ses propres mots, ce ne sont pas seulement les phrases qui changent, mais la dignité et l'avenir de ceux qui les écoutent. Cette bascule n'est pas seulement politique, elle est intime. Elle touche la manière dont un jeune Africain se regarde dans le miroir, dont une mère parle de l'avenir de son enfant, dont un enseignant choisit ses exemples en classe. Quand le récit dominant cesse de présenter l'Afrique comme un espace de manque pour la montrer comme une source de savoir et de puissance, chaque décision, de l'école au village, commence à se transformer. Et plus cette conscience se diffuse, plus les tentatives anciennes de domination culturelle se fissurent, laissant apparaître une Afrique qui se tient debout, prête à décider pour elle-même. Dans ce paysage de récits confisqués, un personnage collectif apparaît d'abord comme guide. Les peuples africains eux-mêmes, qui refusent désormais de se voir à travers le regard des autres. Des villages aux quartiers urbains, jusque dans les communautés de la diaspora, des voix se lèvent pour dire que la dignité ne se négocie plus, qu'elle se pratique au quotidien dans la façon de se tenir debout, d'enseigner l'histoire, de gérer la terre et les ressources. À côté de ce guide collectif, émergent des figures de leadership qui condensent ce mouvement et le rendent visible au monde. Elles ne prétendent pas parler à la place de tous, mais incarnent une position claire. L'Afrique n'est pas un pupitre d'élèves attendant des consignes, c'est une génération debout qui exige que ses choix ne soient de plus validés dans des salles fermées à l'étranger. Ce récit insiste sur ce lien entre la base et ses dirigeants. Sans le soutien des populations,
Aucun discours sur la souveraineté ne tient, mais sans une parole forte, la colère des peuples peut rester éparpillée, donc facile à manipuler. Dans cette dynamique, Burkina Faso apparaît comme un laboratoire concret où cette alliance entre peuple et leadership se teste au grand jour. Lorsque les décisions sont annoncées en assumant la rupture avec certaines attentes extérieures, elles envoient un message à toute l'Afrique. Un pays peut choisir de protéger sa terre, sa mémoire, ses priorités, même s'il doit marcher un moment presque seul. Et pour un spectateur qui regarde ces scènes depuis l'extérieur, la question devient moins est-ce risqué que devient un continent quand ceux qui sont en première ligne refusent enfin de se laisser guider de l'extérieur. Tout commence par un constat simple mais explosif. L'Afrique n'a jamais été silencieuse par faiblesse. Elle a été rendue silencieuse pour que d'autres puissent prospérer sur son dos. Quand cette idée se répand, elle agit comme un déclencheur dans les consciences, du village le plus reculé jusqu'aux grandes capitales africaines. Les peuples réalisent que leur histoire n'est pas un récit de honte, mais une histoire de survie et de victoire, et qu'aucune nation n'aurait pu supporter ce qu'ils ont enduré sans disparaître. À partir de là, chaque prise de parole qui refuse l'humiliation devient un acte politique à part entière, un geste de reconquête intérieure avant même d'être une revendication diplomatique ou militaire. C'est ce déclencheur invisible qui prépare le terrain aux scènes que l'on voit aujourd'hui au Burkina Faso et ailleurs. Vient ensuite le moment de la confrontation ouverte, le haut de la vague. Des dirigeants assument publiquement que l'Afrique appartient aux Africains, que la souveraineté signifie décider sans demander la permission à des puissances étrangères. Ibrahim Traoré, au centre de Nombreuses, dans une interview d'Ibrahim Traoré, il souligne cela, répète que son pays n'est pas un enfant à placer sous tutelle, mais un peuple adulte capable de défendre sa terre, ses ressources et sa dignité. Ce type de discours choque ceux qui s'étaient habitués à une Afrique docile, reconnaissante pour le aide reçue pendant que ses richesses partaient ailleurs. Alors les contre-feux se multiplient. Médias internationaux qui décrivent ces choix comme dangereux, experts qui prophétisent le chaos, voisins qu'on tente d'effrayer en leur murmurant qu'un Burkina trop libre serait une contagion. Et plus la vague monte, plus les accusations se durcissent, parce qu'un continent qui commence à penser par lui-même devient, pour certains intérêts, la pire des menaces. Mais après le fracas des discours et des manchettes dans les actualités du Burkina Faso, on évoque cela, vient toujours le temps des répliques profondes. Dans les esprits, quelque chose a basculé. Des jeunes comprennent que si leurs ancêtres ont survécu à l'esclavage, à la colonisation et au pillage, eux aussi peuvent traverser cette nouvelle phase de lutte sans se renier. Dans les institutions, l'idée s'installe qu'un système éducatif digne doit enseigner la vérité sur les royaumes, les empires et les résistances africaines, plutôt que répéter des manuels importés qui présentent le continent comme une terre de déficit permanent. Dans les villages, la souveraineté prend la forme de terres mieux protégées, de semences préservées, de coopération choisie selon l'intérêt des communautés et non selon les agendas écrits ailleurs. Et au niveau symbolique, voir un pays comme le Burkina Faso se tenir debout, derrière un leadership comme celui d'Ibrahim Traoré, envoie à toute l'Afrique un message discret mais puissant. Il est possible de refuser la peur, même si cela signifie marcher un temps presque seul. Dans cette séquence, en 3 temps, déclencheur, haut de vague puis réplique, tout repose sur la capacité d'un peuple à refuser que d'autres racontent sa place dans le monde. Lorsque les spectateurs entendent, lorsque Ibrahim Traoré s'exprime au Burkina Faso, que l'impossible n'est pas africain, ils ne reçoivent pas pas seulement une formule, mais une permission intime de se voir autrement. Plus cette phrase circule dans les rues, les écoles et les radios, plus elle fragilise l'ancien ordre où l'Afrique devait rester silencieuse pour que la prospérité des autres ne soit jamais remise en cause. Dans le tumulte des discours, une question traverse tout ce récit. Comment mesurer, même sans chiffres précis, ce que change réellement le fait pour l'Afrique de reprendre la main sur son récit ? On peut d'abord imaginer une ligne de base, celle des décennies où d'autres parlaient à sa place, où les médias étrangers, les manuels scolaires importés et les institutions internationales répétaient que le continent était pauvre, fragile, incapable de se gouverner sans tutelle.
Sur cette ligne de départ, la norme était la dépendance. Dépendance pour l'image, pour l'expertise, pour la légitimité. Comme si les Africains ne pouvaient juger eux-mêmes de leurs valeurs et de leurs besoins. Chaque fois qu'un reportage ne montrait que la misère, chaque fois qu'un livre réduisait l'histoire africaine à quelques paragraphes, c'était une sorte de taux d'invisibilité qui augmentait, rendant plus facile l'acceptation de politiques décidées ailleurs. Ce récit décrit ensuite un déplacement progressif de cette courbe invisible. Quand il insiste sur le fait que l'Afrique est en réalité l'une des terres les plus riches en ressources, en jeunesse, en créativité, il suggère un changement de rapport de force. Ce qui était caché commence à être nommé. Là où l'on parlait jadis de manque, les mots se déplacent vers l'abondance potentielle. Terre fertile, population jeune, intelligence, capacité d'innovation. On pourrait dire que la part de récits contrôlés de l'extérieur commence à reculer à mesure que la part de récits assumés de l'intérieur augmente, non pas en un jour, mais discours après discours, prise de parole après prise de parole. Ce basculement ne se lit pas seulement dans les déclarations officielles, il se lit dans la manière dont les Africains parlent d'eux-mêmes, dont les diasporas se reconnectent au continent, dont les jeunes cessent de voir leur avenir uniquement comme un départ vers d'autres continents. Vient enfin un troisième axe, celui des effets concrets sur la dignité vécue. Ce récit explique que la dignité n'est pas un slogan abstrait, mais quelque chose que l'on peut presque compter à travers des réalités simples. Nourriture dans l'assiette, éducation fondée sur la vérité, structure de santé qui soigne réellement, agriculture qui nourrit le peuple plutôt que de servir d'abord les marchés extérieurs. Plus ces éléments sont présents, plus la dignité collective augmente. Plus il manque, plus les discours de liberté restent creux. Quand un leadership affirme que nous ne sommes pas des enfants qui ont besoin de tuteurs, comme le fait un pays tel que le Burkina Faso, il ne revendique pas seulement un principe, il fixe un nouvel objectif implicite, faire coïncider les mots et la vie quotidienne, réduire l'écart entre le récit de souveraineté et la réalité sociale. Et chaque fois que cette cohérence progresse, chaque fois qu'une communauté voit que ses ressources servent enfin ses propres enfants, le mouvement décrit par ce récit se renforce silencieusement comme une courbe de dignité qui remonte après avoir été longtemps maintenue au plus bas. Pour mesurer ce réveil africain, il faut d'abord écouter les objections adressées à des dirigeants comme ceux du Burkina Faso. Certains affirment que ce retour à la souveraineté est une illusion dangereuse. Selon eux, un pays africain ne peut pas se passer de la protection militaire, de l'expertise et des financements extérieurs sans risquer l'instabilité. D'autres ajoutent qu'un discours trop radical sur l'indépendance effraie les investisseurs, isole le pays et finit par appauvrir encore plus les populations qu'il prétend défendre. Dans cette perspective, l'idée qu'un leadership comme celui d'Ibrahim Traoré puisse servir d'exemple est étiquetée comme du populisme, un courage de façade destiné à se briser sur la réalité économique. Une critique plus subtile vise la notion même de renaissance africaine. Certains commentateurs craignent qu'en rappelant le pillage, l'esclavage, la colonisation et la propagande médiatique, on enferme les nouvelles générations dans une identité de victime, incapable de coopérer sereinement avec le reste du monde. Pour eux, accepter le récit dominant, aussi injuste soit-il, serait le prix à payer pour accéder à la stabilité, au marché et aux alliances. Ce récit répond à ces arguments sans les tourner en dérision. Il rappelle que le combat décrit n'est pas une lutte pour la haine, ni pour la domination d'autrui, mais pour vivre avec dignité comme peuple libre sur sa propre terre. Dans cette logique, la souveraineté n'est pas une fermeture, c'est la condition minimale pour choisir ses partenaires en fonction des besoins des populations, et non des intérêts de ceux qui ont bâti leur richesse sur la faiblesse africaine. Loin d'enfermer les Africains dans le passé, la mémoire des injustices joue ensuite le rôle de garde-fou. Elle empêche de reproduire les mêmes dépendances et rappelle qu'on ne construit pas un futur solide sur un mensonge accepté. En montrant que l'éveil décrit ne vise ni la vengeance ni l'isolement, mais l'équilibre et la justice, ce récit suggère que les peurs agitées par certains ne décrivent pas la réalité du mouvement, mais l'angoisse de ceux qui ont profité d'un continent silencieux. Ainsi, regarder honnêtement ces critiques permet non pas de renoncer au mouvement porté par des voix comme celle d'Ibrahim Traoré,
mais de le clarifier et de le rendre plus difficile à détourner. Un tournant décisif pour une Afrique souveraine. À ce moment du récit, quelque chose change en profondeur. L'Afrique ne parle plus pour se justifier devant le monde. Elle parle pour se reconnaître elle-même. Et c'est ce retournement intérieur qui inquiète le plus ceux qui profitaient de son silence. Ce récit explique que souveraineté signifie décider chez soi, pour soi, sans demander à des puissances étrangères d'approuver chaque choix, qu'il s'agisse des ressources, de l'éducation ou de l'image du continent porté par les médias. Dans cet horizon, Ibrahim Traoré devient l'un des visages de ce basculement. En répétant que l'Afrique n'est pas un enfant, mais un peuple adulte, il incarne la phrase « impossible n'est pas africain », que beaucoup entendaient sans y croire vraiment. Plus ces mots circulent dans les rues, les écoles, les radios, plus ils agissent comme un antidote à des décennies de propagande. Et chaque jeune qui se découvre capable de penser son avenir depuis l'Afrique, plutôt que seulement hors d'Afrique, confirme que ce point de bascule est déjà en cours. Dans cette scène centrale, le continent cesse d'être un décor de l'histoire des autres et redevient le sujet principal de son propre destin, avec le Burkina Faso comme l'un des symboles les plus observés. Pour les populations ordinaires, ce réveil se traduit d'abord par un changement de regard sur elles-mêmes. Au lieu de se penser comme des sujets faibles dépendant d'aides venues de loin, elles commencent à se voir comme les héritières d'un continent qui a survécu à tout. Dans un village, lorsque les anciens racontent enfin les royaumes, les résistances et les victoires que les manuels oubliaient, un enfant n'entend plus « tu viens de la misère », il entend « tu viens de la force ». Cette simple translation intérieure modifie des milliers de choix quotidiens. Rester pour cultiver une terre, créer une petite activité, s'engager localement plutôt que partir à tout prix. Et plus ces histoires vraies circulent, plus la propagande ancienne perd du terrain dans les conversations de marché, de cours, de famille. Pour l'économie locale et les petites entreprises, l'impact se mesure dans la manière de valoriser les ressources africaines. Quand un pays affirme que son or, son pétrole, ses terres ou ses médias ne sont plus des biens à céder pour des promesses vagues, il envoie un signal aux entrepreneurs. La richesse produite doit d'abord nourrir les peuples qui vivent dessus. Cela encourage des modèles où l'on transforme davantage sur place, où l'on soutient des chaînes courtes plutôt que de simplement exporter brut et d'importer fini. Dans un tel contexte, chaque atelier, chaque coopérative, chaque ferme qui se renforce devient un acte de souveraineté économique à petite échelle, mais répété des milliers de fois. Du côté de l'État, ce récit rappelle que la souveraineté n'a de sens que si elle se traduit par des politiques publiques cohérentes. Un leadership qui se revendique au service du peuple doit défendre la terre, les frontières, les ressources, mais aussi construire des écoles qui enseignent la vérité et des hôpitaux qui soignent vraiment. Lorsque des dirigeants comme Ibrahim Traoré parlent de dignité, ils sont attendus sur ces terrains concrets, sécurité, nourriture, éducation, santé. Plus les décisions se prennent en fonction de ces priorités, moins il est facile pour des acteurs extérieurs de dicter l'agenda en échange de financements conditionnés. Enfin, à l'échelle régionale, les conséquences dépassent largement le Burkina Faso. Un pays qui assume ouvertement que l'Afrique appartient aux Africains pousse ses voisins à se poser des questions similaires sur leurs bases militaires étrangères, leurs contrats miniers, leurs dépendances médiatiques. Certains gouvernements y voient une opportunité de coopération nouvelle, fondée sur le respect mutuel, d'autres y voient une menace pour des équilibres anciens, mais dans tous les cas, le débat s'ouvre. Et plus ce débat s'étend en Afrique de l'Ouest et au-delà, plus l'idée qu'un continent puisse définir lui-même son destin cesse d'être une exception audacieuse pour devenir une perspective partagée, portée par des mots, des décisions et des symboles, comme ceux venus de lorsque Ibrahim Traoré s'exprime au Burkina Faso. Si l'Afrique poursuit ce chemin de réveil, à quoi pourrait ressembler le continent dans 6 à 12 mois ? Dans un scénario de base, le mouvement se consolide sans explosion spectaculaire. Les discours de souveraineté se poursuivent, les critiques extérieures restent fortes, mais les États qui, comme le Burkina Faso, assument leur ligne, arrivent à maintenir l'essentiel de la stabilité intérieure. Les populations constatent des changements modestes mais réels, davantage de débats sur les ressources, une attention accrue à l'éducation ancrée dans l'histoire africaine, quelques décisions symboliques en faveur d'alliances choisies et non subies.
Dans ce scénario, la phrase d'Ibrahim Traoré sur la dignité n'est plus seulement un slogan, elle devient une référence que l'on cite dans les écoles, les radios, les réunions de village pour rappeler que l'Afrique n'est pas condamnée à l'obéissance. Dans le scénario optimiste, la dynamique s'accélère. Plusieurs pays s'inspirent ouvertement de l'exemple du Burkina Faso et de leaders qui affirment que l'Afrique appartient aux Africains. Des projets de médias panafricains, d'universités enracinées dans la réalité du continent, de coopération économique équilibrée avancent concrètement. Les diasporas investissent davantage dans des initiatives locales, non par nostalgie, mais parce qu'elles sentent qu'un nouveau cycle s'ouvre, où leurs compétences trouvent une place reconnue. Dans cette configuration, le récit de faiblesse s'effrite vite. Ce sont les succès visibles, même modestes, qui convainquent les sceptiques que le choix de la souveraineté n'était pas une folie mais une stratégie de long terme. Le scénario de risque, lui, voit les pressions extérieures et les tensions internes se durcir. Certains acteurs internationaux multiplient les sanctions, la désinformation ou les menaces, tandis que des élites locales tentent de tirer profit de la confusion pour revenir vers les anciens schémas de dépendance. Si les États ne parviennent pas à traduire leur discours en amélioration concrète pour les peuples, la fatigue peut s'installer, ouvrant la voie à de nouvelles manipulations qui prétendront restaurer l'ordre en échange d'un retour à la soumission. Dans tous les cas, la recommandation implicite du texte est claire. Quelle que soit la trajectoire, peuples et dirigeants doivent garder la mémoire de ce qui a été enduré et refusé, pour ne pas accepter à nouveau les récits qui présentent l'Afrique comme incapable. Se demander dès aujourd'hui dans quel scénario on veut vivre, c'est déjà commencer à choisir les actes, même modestes, qui rendront possible un futur à la hauteur de la dignité revendiquée. Pour le spectateur africain, ce discours agit comme un miroir qui ne renvoie plus une image de manque, mais de résistance et de capacité. Un jeune qui l'écoute depuis une ville africaine peut se dire pour la première fois que son avenir n'est pas obligatoirement lié à un départ, mais à la transformation de ce qui l'entoure. Il entend que ses ancêtres n'étaient pas seulement des victimes, mais des survivants qui ont traversé l'esclavage, la colonisation, l'exploitation sans perdre leur âme. Et il comprend que cette résilience est déjà en lui. Cela peut changer le choix d'études, la décision de créer une activité, la manière de s'engager dans la communauté, parce qu'il ne se voit plus comme un figurant de l'histoire des autres. Pour la diaspora, la parole portée par ce récit est une invitation à la réconciliation et à l'action. Ceux qui vivent depuis longtemps loin du continent entendent qu'ils ne sont pas des étrangers, mais des enfants d'Afrique que l'histoire a dispersés. Ils sont appelés non pas à revenir par nostalgie, mais à construire des ponts, à investir dans des terres, des entreprises, des écoles, des hôpitaux, des médias africains, contribuer à une économie et à un récit qui leur appartiennent vraiment. Cette perspective dépasse le simple voyage retour aux origines pour devenir un projet partagé, réparer une fracture historique en participant à la renaissance du continent. Pour ceux qui ne sont pas africains mais se sentent concernés par la justice, ce texte est une occasion de revoir leurs réflexes. Il rappelle que certains pays sont devenus puissants parce que l'Afrique a été maintenue faible, silencieuse et exploitée. Écouter ce discours, c'est accepter d'entendre que les images habituelles de pauvreté et de chaos ne sont pas neutres, mais souvent le reflet d'intérêts qui préfèrent un continent soumis. À partir de là, chacun peut choisir, continuer à consommer ces récits sans les questionner, ou chercher des voies africaines authentiques, soutenir des coopérations qui respectent la souveraineté plutôt que de la contourner. Pour tous, la question posée en creux est la même. Comment vivra-t-on demain si l'on accepte que l'Afrique définisse enfin elle-même son identité, ses priorités et son futur ? Ce n'est pas une demande de pitié, mais une offre de rééquilibrage. Un monde ou un continent qui a tenu debout, malgré tout, ne se contente plus d'exister, mais participe, à égalité, à écrire l'histoire commune. Dans la logique du texte, une vraie solution commence toujours par la souveraineté intérieure. Un peuple qui doute de sa valeur ne peut pas défendre sa terre ni ses enfants. La première étape consiste donc à reprendre la maîtrise du récit. Créer, comme évoqué, des réseaux panafricains de télévision et de radio qui montrent l'innovation, l'agriculture, la science, l'art, la vie quotidienne africaine et non seulement la misère, en donnant la parole aux historiens, aux penseurs, aux jeunes, aux artistes, à la diaspora.
Ces médias deviennent des lieux de guérison autant que d'information, où l'on apprend à se voir avec dignité. Deuxième étape, reconstruire l'éducation autour de la vérité. Les enfants ne peuvent pas grandir en mémorisant des manuels qui réduisent leurs ancêtres à des notes de bas de page. Il faut des programmes qui enseignent les royaumes, les empires, les résistances, mais aussi les sciences, les techniques, les arts produits en Afrique, de manière à ce que chaque élève sache qu'il vient d'une lignée de créateurs et de penseurs. Un enseignement qui valorise la terre, les langues locales, les savoir-faire traditionnels, autant que les compétences modernes, prépare des citoyens capables d'inventer des solutions adaptées à leur réalité. Troisième étape, consolider la souveraineté vitale, à commencer par la santé et l'agriculture. Ce récit rappelle que la dignité ne se proclame pas seulement dans les discours, elle se mesure dans l'assiette, dans l'accès aux soins, dans la capacité à nourrir son peuple avec ses propres terres. Construire des systèmes de santé accessibles, former du personnel, soutenir la production de médicaments adaptés au contexte africain, protéger les semences et les sols sont autant d'actes concrets qui traduisent la souveraineté en vie quotidienne. Un continent qui dépend des autres pour se nourrir ou se soigner reste vulnérable, quelles que soient ses paroles. Quatrième étape, ancrer la souveraineté économique dans des choix clairs. Cela signifie négocier les contrats de ressources en tenant compte d'abord des besoins des populations, soutenir les petites entreprises et les coopératives, encourager la transformation locale plutôt que l'exportation brute. C'est dans cette perspective que des dirigeants comme Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, deviennent des symboles. Ils rappellent que l'indépendance réelle se joue dans les budgets, les priorités d'investissement, la protection des terres et des richesses. Enfin, cinquième étape transversale, tisser une solidarité active entre pays africains et avec la diaspora, de façon à ce qu'aucun État ne soit isolé face aux pressions quand il choisit la dignité. Dans la logique de ce récit, le Burkina Faso n'est pas seulement un pays en lutte, il devient un symbole vivant de ce que peut être une Afrique qui se tient debout sans demander la permission de respirer. À travers les discours et les choix assumés, beaucoup voient en Ibrahim Traoré non pas un héros parfait, mais un rappel brutal que la dignité n'est pas négociable quand un peuple a déjà tout subi. Ce récit répète que l'Africain est l'être humain le plus résilient de l'histoire, celui qui a traversé esclavage, colonisation, exploitation, propagande, sans perdre sa capacité d'aimer la vie, d'élever des enfants avec espoir, de danser même au bord de la blessure. Quand cette idée descend des tribunes vers les villages, les quartiers, les familles, elle cesse d'être un slogan pour devenir une identité. Nous ne sommes pas nés pour tendre la main, mais pour marcher la tête haute. Dans leurs yeux, la douleur ancienne se transforme en promesse et le passé devient enfin une force pour avancer. Alors, une phrase suffira. L'Afrique ne pliera plus devant le mensonge. Ce récit se clôt non pas par un cri de triomphe, mais par une invitation à la conversation. Car le message qu'il porte ne demande pas d'adhésion aveugle. Il propose un dialogue. Que chacun, en Afrique ou ailleurs, se demande quelle part il joue dans les récits qu'il répète et dans les images qu'il propage. Si l'Afrique se lève pour parler d'elle-même, ceux qui l'écoutent peuvent aussi apprendre à entendre autrement, non plus pour juger, mais pour comprendre, pour bâtir des ponts au lieu d'ériger des murs. Dans cet esprit, ce récit tend la main. La souveraineté n'est pas une clôture, c'est un équilibre. Le respect ne se prouve pas en paroles, mais dans les échanges justes, dans les collaborations qui ne demandent pas d'abandonner sa dignité pour exister. Alors, au lieu de demander à l'Afrique de se taire pour être comprise, peut-être faut-il lui répondre « Parle et apprends-nous à écouter ». Et vous, que ferez-vous lorsque le continent le plus jeune du monde vous invitera à écrire avec lui la prochaine page de l'histoire ?